Donc, en Côte d'Ivoire, on crée un gouvernement, on dit, on va le laisser. Et les mêmes chaînes de propagande de l'Élysée, de Quai d'Orsay, de Matignon, commencent à parler. Dans l'intention de nous amener. Et Keïta a dit, si je ne mets pas ma bouche dans quelque chose, à moins que je ne sois pas établi par Dieu, si je ne mets pas ma bouche dedans, passez votre route, allez dormir. J'ai dit je n'appelle même pas gouvernement, cette association de malfaiteurs, là, ce groupement de brigands. Keïta ne va même pas dire un gouvernement. Ils vont mourir de leur belle mort. Keïta n'a même pas. Si je mets ma bouche dedans, je vais leur donner une visibilité. Keïta vous dit toujours, si je cite un nom, si je parle de quelque chose, cette chose-là aura une visibilité. D'accord ou pas, je m'en fous. Ne me croyez pas, cette chose-là aura une visibilité. Alors quand je ne parle pas, c'est que c'est mort dans le feu. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu m'a donné à l'AES. Et quand cette bêtise a commencé, j'ai dit, je parle pas. Parce que si je parle, je vais leur donner une visibilité qu'ils n'ont pas. C'est parti où? Répondez-moi, c'est parti où? Le gouvernement, c'est parti où? Voyons. Je vous ai toujours dit aussi que il y a des débats, je souhaite même pas que nos ministres se fatiguent, qu'ils me laissent gérer ça. Je le gère de la meilleure manière. Évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous avez menti, vous ne connaissez pas. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Hein. Mais quand tu dis que quelqu'un ne connaît pas, si tu dis tu connais là, il faut prouver que ce qu'il a dit n'est pas bon. Maintenant, si lui montre pour lui, toi tu montres pour toi, là, on dit, mon frère, c'est que c'est toi qui mens. Alors donc, le terrorisme médiatique, c'est ça. L'intoxication, la désinformation, la manipulation des faits. Et Dieu merci, Assimi a reconnu et dit, nous sommes en train de travailler, mais ce n'est pas tout. Il faut continuer, toujours, il faut innover. S'ils viennent, il faut qu'on soit prêt. S'ils créent, il faut qu'on soit prêt. Quelles que soient les voies qu'ils vont emprunter, il faut qu'ils nous trouvent devant eux. Donc c'est un combat où il invite tout le monde. Déjà, Keïta, il a sa place, puisque le baobab de Dieu a commencé ce combat-là depuis le père. Alors donc, quand vous regardez bien, alors, Tasmi a parlé de terrorisme médiatique. C'est tout ça. Les mensonges. Alors, ce terrorisme médiatique-là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui se vante, qui veut parler d'Assimi Goïta, alors que lui, il est classé par Assimi Goïta comme un terroriste médiatique. Votre petit, le fou qui est aux États-Unis, Assimi le considère comme un terroriste, mais lui vote les mairies d'Assimi. Est-ce que vous croyez qu'un gars comme ça, là, il a encore du crédit au Mali? Non. Il faut savoir rester droit dans les bottes. Tous les jours. Keïta, on a ceci, Keïta, on a celui-là. Je dis, si je n'ai pas les faits, je n'en parle pas. Et si les faits se rapportent, ne serait-ce qu'à un ministre, pour le moment ce n'est pas le cas, je vais jamais en parler sur les réseaux. Je ferai tout pour entrer en contact avec un proche du ministre et puis pour lui dire, voilà ce qu'il y a, c'est l'information qu'on m'a donnée. Faites vos recherches à votre niveau. Mais jamais je viendrai vilipender le ministre sur les réseaux. Mais, quand il y a une défaillance au niveau, le seul ministre que j'interpelle très souvent, c'est le ministre de la Communication par rapport à cette défaillance. Et d'ailleurs, le capitaine Ibrahim l'a dit, il dit à l'AES, il n'y a pas de communication digne de ce nom. Donc le capitaine m'a rejoint dans mon combat, lui qui est président. Donc moi je pense que à ce niveau-là, nos ministres de communication même, peut-être même devaient rendre leur démission. Moi je le jure, hein, nos ministres de communication, ils devaient rendre leur démission, et tous les trois. Ils doivent rendre leur démission, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. En fait, l'AES là, c'est pas petit, hein. C'est-à-dire que nous on voit l'AES comme un jeu, je bouge. L'AES ça va bouleverser le monde. L'AES là, ce n'est pas pour les enfants. Ce qui est derrière là, ce que moi, la petite expérience, la petite vision que Dieu m'a donnée de voir, d'admirer, de contempler. Je vous jure, vous croyez que je suis le seul? Même le démon donne des visions aux gens. Même le diable donne des visions aux gens. Si Dieu m'a permis de voir, Dieu n'a pas collé. Ce que Dieu me permet de voir, le diable aussi voit.
Le diable, c'est l'esprit. Si Dieu me permet de voir, le diable aussi, donc le diable va voir nos ennemis pour leur dire attention, leur affaire là, si vous les laissez faire, c'est fini pour vous. Donc eux, ils vont se battre pour ne pas que ça arrive. Dieu me permet de me lancer dans cette vision noble et grande. Je vois l'AES comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. La vision que je vois de l'AES n'a rien à voir avec votre Dubaï. Je vois l'AES comme un peu une partie de la Russie, comme une partie de la Chine, qui n'ont rien à voir. Même pas l'Arabie Saoudite, c'est la terre sainte. Mais attention, c'est le pays de notre prophète. Mais attention, la Russie est là, la Chine est là. Quand il y a des endroits de la Chine, quand vous êtes là-bas, vous pensez que vous n'êtes pas sur la planète Terre, hein? Vous pensez que vous êtes déjà à l'au-delà. Vous pensez que vous êtes mort, vous êtes dans un autre monde. Alors, vous savez, c'est ça qui est intéressant. L'idée que nous avons. Et aujourd'hui, quand vous prenez les 3 sujets que le président a énoncés, les 3 défis, le terrorisme économique, on l'a subi, on a interdit à certains pays de recevoir le paiement de l'argent du Mali. Alors, donc, réfléchissons maintenant. Le terrorisme économique, développons un tout petit peu. Le Mali travaillait avec des États. Mais la France a mis sa pression pour empêcher ces États-là de travailler avec nous. Mais ce que vous ne savez pas, en fait, quand vous empêchez quelqu'un de se réaliser, il se rend compte que il y a d'autres opportunités qui peuvent s'offrir. Maintenant, nous allons vers d'autres opportunités, vers d'autres partenaires qui acceptent de travailler avec nous. Mais à la longue, ces partenaires vont nous dire quoi? Vous ne pouvez plus rester dans cette zone monétaire. Vous êtes plus de 2 800 ou 2 900 km². Vous avez à peu près 60 ou 70 millions. Donc vous êtes, c'est vrai que 2 70, c'est très petit. C'est pourquoi, et tous les Maliens, prenez 4 femmes comme ça. Rapidement, le Mali, on sera 200 millions. Hein? On va faire beaucoup d'enfants. C'est à 200 millions. Notre espace est trop grand. Hein? Nous, on est 200 millions chez nous. Le Niger, ils sont 300 millions. Le Burkina, ils sont 200 millions. Ça fait combien? Ça fait 700 millions. 700 millions dans 2 millions de km². On deviendra la plus... Imaginez un peu en termes de population, l'AES. Alors, ce rêve-là, je vais le partager un peu avant de continuer avec le direct. Imaginez le Mali, 100 millions, 150 millions, 200 millions d'habitants. Nous ne sommes qu'à 20. Imaginez. Le Mali avec 200 millions d'habitants. Le Niger, 350, 400 millions d'habitants. Le Burkina, 150, 200, 250. On est dans un espace. Dites-moi, quelle économie dans le monde pourra nous battre? Dites-moi. Quelle puissance ne viendrait pas s'agenouiller devant nous dans le Sahel? Puisque les 200 millions du Mali, les 300 millions du Niger, 500 millions, les 200 millions, 250 du Burkina, 700, 750 millions, on a suffisamment de ressources naturelles. On a l'espace cultivable. On aura des sources d'énergie. Alors, on va créer, on n'aura plus besoin. Mais nous-mêmes, nous allons construire nos automobiles chez nous, nos avions chez nous, nos bateaux chez nous, nos motos chez nous. Je prends un minimum de 500 millions dans l'AES. On n'aura plus besoin de personnes dans le monde. Les Américains ne valent pas 400 millions. Les Américains sont 300 et quelques. Les Américains sont 300 et quelques. Ils ne valent même pas 400 millions. Mais ils ont leur monde chez eux. Ils vivent dans leur monde. Ils n'ont besoin de personne. Alors moi, mon rêve commence par la démographie. L'explosion démographique. Le Sahel, 500 millions. On va dire ce qui est à 500 millions. Combien d'années ça prend? Revenons à 200 millions. Donc,
pour tout le Sahel, revenant à 200 millions. Pas d'exagération, 200 millions. Dites-moi quelle entreprise au monde que vous connaissez qui ne viendrait pas frapper à la porte du Sahel. Dites-moi quel entrepreneur ne viendrait pas frapper à la porte du Sahel. On va créer des lacs artificiels dans le Sahel. Des buildings vont sortir de terre qui vont couper le souffle. Nous regardons ce qui se passe actuellement à Dubaï, en Arabie Saoudite et puis en Chine. La construction le train à grande vitesse TGV entre la Mecque et puis Médine. Ils ont appelé les Américains disent qu'ils n'ont pas la technologie. Ils ont appelé les Européens, les Français, ils disent qu'ils n'ont pas la technologie. Ils ont appelé les Chinois disent oh, ça c'est un petit travail. Ils disent, ils ont dit, la Chine dit bon, venez. Moi ce qui me plaît, les Chinois les ont pris et puis les Chinois sont allés leur montrer les infrastructures qu'ils ont réalisées. Les Arabes là, les Saoudiens, leur bouche les restée comme ça, grande ouverte. La Chine est le plus grand, sinon la plus grande puissance mondiale d'infrastructures. Ils font des choses que aucun pays au monde n'a réussi à faire. La Chine. Donc, que ce soit Dubaï, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit, je crois, le Pakistan, le Yémen, le désert, toutes les grandes réalisations, c'est la Chine qui est en train de faire ça pour eux. Le Pakistan même est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans le Sahel, là, dans leur désert, là. Moi, ça m'a dépassé. Alors, donc, nous revenons pour dire quoi? Pour dire que, sur le plan économique, comme je disais, Tidjane Thiam, il a dit, nous avons besoin de notre souveraineté économique. Et cette souveraineté économique, l'AES veut sa souveraineté économique. Mais cette souveraineté économique ne peut se faire que lorsque nous-mêmes nous décidons. Lorsque nous-mêmes nous décidons de déterminer la politique monétaire de notre monnaie. Et parce qu'une monnaie se mesure sur le marché par rapport aux risques, par rapport aux inflations, par rapport au taux d'échange, par rapport au coût d'autres monnaies, par rapport au coût des ressources naturelles qui sont vendues. Donc une monnaie, il y a plusieurs façons de mesurer la performance d'une monnaie sur le marché international. Mais il va falloir que vous-même, détenteurs de cette monnaie-là, vous ayez une économie forte. J'ai dit ça une fois, je le répète aujourd'hui. La seule garantie pour une économie forte, c'est une armée puissante. Regardez l'Arabie Saoudite avec l'immensité des richesses que l'Arabie Saoudite a. Vous croyez que l'économie saoudienne est une économie forte? Pas du tout. Vous croyez que Dubaï, c'est une économie forte? Pas du tout. L'Arabie Saoudite, ça tient un peu parce que sa sécurité, enfin, jusqu'à une date récente, était assurée par les États-Unis. Ce qui n'est plus le cas. Donc, quand c'est eux qui assurent votre sécurité, c'est pourquoi la France, il sera difficile pour la France de quitter certains pays de la zone franc. Parce que l'armée française est là pour garantir la monnaie, ce qu'on ne nous a jamais dit. Parce qu'on dit, pourquoi l'armée française est chez nous? Pourquoi l'armée française est chez nous? Et les gens n'ont jamais fait la relation entre l'armée française et la monnaie CFA. L'armée française est là pour veiller, pour garantir, pour protéger les intérêts de la France. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un a dit quelque chose ici, là? Non. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? On dit, écoutez encore, je vais vous le dire. Je dis, je répète, on dit, l'argent n'aime pas le bruit des bottes. C'est faux. Ça, c'est le langage politique. C'est le bruit des bottes qui garantit la souveraineté d'une monnaie. Pourquoi le dollar est la monnaie internationale d'échange? À cause de la puissance militaire des États-Unis.
Cette puissance leur a permis d'asseoir leur crédibilité et de mettre en place des institutions fortes. Alors, nous, c'est ce que le Premier ministre Apollinaire a dit, c'est ce que le capitaine a dit, c'est ce que Assimi a dit à Sikasso. Nous devons avoir notre monnaie forte. Mais comment avoir cette monnaie forte si nous n'avons pas une armée forte, une armée puissante? Regardez tous les pays dont les monnaies. Pourquoi la livre sterling, après le dollar, est l'une des monnaies les plus fortes à cause de son armée? La Grande-Bretagne, l'Australie à cause de son armée, le Canada à cause de son armée, l'Allemagne à cause de son armée. Alors, regardez quelque chose. À peine la petite crise qui a secoué l'Europe, regardez comment leurs monnaies ont chuté. Regardez comment leurs économies sont en berne. Mais par contre, quand vous regardez la France n'est pas prête à laisser tomber. Pourquoi? L'armée française n'est pas chez nous. Je vous donne un exemple. L'armée française n'est pas chez nous pour nous protéger, mais pour protéger les intérêts de la France. Chaque fois, vous voyez des notes diplomatiques. Attention, tel pays, tel moment, faites attention, pas attention. Vous voyez, ils envoient des SMS à leurs ressortissants dans nos pays de faire attention. Pourtant, leur armée est là. Alors, le cas le plus simple, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit que la Côte d'Ivoire a été attaquée et a demandé le soutien aérien de la France. La France a refusé au motif que c'est une crise anti-ivoirienne. La France n'a jamais voulu s'impliquer, alors qu'il y a un accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Alors pourquoi la France ne l'a pas fait? Pour la simple bonne raison que c'est pas le combat de la France et que les intérêts de la France n'étaient pas menacés. Parce que si les intérêts de la France étaient menacés à ce moment précis, la France allait intervenir à la demande de Laurent Gbagbo. Mais pourquoi la France n'est pas intervenue à la demande de Laurent Gbagbo? Parce qu'aucun intérêt français à cette époque-là n'était menacé. Au contraire, Gbagbo Laurent était une menace pour l'intérêt français, puisqu'il était révolutionnaire et panafricain. Vous comprenez pourquoi ils n'ont jamais voulu, malgré l'accord de défense? Laurent Gbagbo va dire, mon frère Keïta, ah bon? Donc tu savais ça aussi? Ah, président aussi, je suis ton élève, non? Si tu es élève de Gbagbo Laurent, tu es l'élève de Sékou Touré, tu es élève de Thomas, tu es élève de Oufoué, tu as appris un peu partout, forcément. Tu comprends ces choses-là? Alors, donc, leur armée sert à garantir le franc CFA dans nos États. Alors, maintenant que leur armée n'est plus présente chez nous, il faut faire tout pour déstabiliser nos États par l'émission de fausses billets, de faux billets, pardon, de fausses monnaies, de faux billets. Il faut inonder notre économie de faux billets. Il faut déstabiliser notre économie de faux billets. Il faut créer une crise économique, une conjoncture où le président Goïta ne pourra pas s'en sortir. Donc, le terrorisme économique. Je vous ai développé le terrorisme médiatique, le terrorisme armé. Nous avons pratiquement dans le Sahel gagné ce combat-là, puisque nous avons la souveraineté de tous nos États, l'ensemble de nos territoires. Alors, ce message d'Assimi Goïta, c'est de dire que nous sommes toujours sous pression. Et tous les jours que Dieu fait, il y aura le terrorisme médiatique. Donc, que chacun se lève pour porter la bonne nouvelle, pour trier le vrai du faux. Alors, l'idiot qui m'a dit que on peut pas rapprocher le discours de Tidjane Thiam à Soubré et puis le discours d'Assimi Goïta à Sikasso, il faut encore retourner à l'école parce que peut-être que là-bas ils pourront te faire un lavage de cerveau pour te recycler, pour te reformater. Tidjane Thiam dit,
allez dire à vos parents que, il a parlé de quoi? Le coût de la vie. Que le niveau de la vie a chuté en Côte d'Ivoire. Il a dit, allez dire à vos parents que la croissance là, c'est eux, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Donc, Tidjane Thiam dit aux gens, allez, mais c'est votre vote qui va faire changer les choses. Il est plus révolté, plus déterminé. Il a demandé à chacun d'être ambassadeur de son message auprès des autres. Assimi Goïta dit que chacun soit un combattant de ce combat-là. Quand nous on ne parle pas comme ça. Petit, toi tu es venu ici là, sur direct de Keïta, je ne sais pas quel est ton niveau intellectuel, enfin si tu en as un, je ne sais pas quel est ton degré de compréhension des choses politiques, si tu en as, évidemment, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Nous, quand nous faisons les comparaisons, on fait les comparaisons par essence. On les fait par thématique. Le président Goïta a mis le peuple malien en mission. Le président Thiam du PDCI a mis le peuple en mission. Tu viens me dire que c'est pas la même chose? Deuxièmement, il parle de souveraineté économique. Nous, on parle de souveraineté économique. Quelle est la différence? Aujourd'hui, à Sikasso, le président a parlé. Et nous disons infiniment merci au président Assimi Goïta. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.